Démarrage en Égypte de la campagne de vaccination contre le coronavirus. 100 millions de doses de vaccins sont attendues. Des contrats avec les entreprises anglaises, chinoises et russes. L'Ouganda menace les internautes qui contournent le blocage des réseaux sociaux. Ils ont été bloqués à la veille du scrutin du 14 janvier. Et puis au Ghana, obsèque de 4 jours pour l'ancien président Rawlings. Son inhumation est prévue le 27 janvier prochain. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition. L'Égypte a entamé son programme de vaccination contre le Covid-19, devenant ainsi l'un des premiers pays d'Afrique à vacciner ses concitoyens. Le pays a reçu ses premiers lots de vaccins Sinopharm en décembre. L'Égypte a lancé dimanche sa campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus en administrant 2 doses du vaccin du groupe chinois Sinopharm à un médecin et un infirmier dans un hôpital d'Ismaïla, dans l'est du pays. Selon le laboratoire chinois, ce vaccin est efficace à 79%. Avec le personnel de santé, la priorité sera la vaccination des personnes atteintes de maladies chroniques, puis des personnes âgées, avait indiqué samedi le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. L'Égypte a signé des contrats avec 3 entreprises anglaises, chinoises et russes, s'assurant 100 millions de doses, dont une partie attend d'être livrée, a affirmé le ministre de la Santé. En ce qui concerne l'efficacité du vaccin Sinopharm, il s'agit d'un vaccin inactivé, ce qui signifie qu'il est constitué du coronavirus, mais dans un mode inactif. Les essais cliniques ont prouvé qu'il y a une efficacité de 89% dans la protection d'anticorps. Nous avons réservé 40 millions de doses auprès de l'entreprise de fabrication et 40 autres millions de doses via l'Alliance pour les vaccins Gavi et 20 millions auprès d'une troisième. Par conséquent, plus de 100 millions de doses ont été réservées pour l'Égypte. La ministre de la Santé, qui a elle-même participé aux tests cliniques en 2020, a précisé dimanche que ceux qui ont les moyens financiers paieront pour obtenir le vaccin. Aspirant à devenir le premier fournisseur du continent, le Caire signera dans les semaines à venir des contrats pour la fabrication locale de vaccins avec des entreprises internationales, a-t-elle ajouté. L'Égypte a officiellement enregistré plus de 160 000 cas de Covid-19, dont près de 9 000 décès. Mais des responsables du secteur de la santé estiment que du fait du faible nombre de tests, le chiffre réel de contamination pourrait être au moins 10 fois supérieur. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont engagés à harmoniser le prix des tests PCR pour détecter le Covid-19 à $50. Le principal objectif est de faciliter les déplacements dans la région. Le président de la commission de la CEDEAO a annoncé ce samedi qu'il fallait, face à des prix des tests PCR différents d'un pays à l'autre, une harmonisation pour donner aux voyageurs une meilleure visibilité. Certains pays, comme le Ghana et le Nigeria, font payer jusqu'à $150 le test, ce qui peut inciter les voyageurs devant effectuer des tests au départ et à l'arrivée à limiter les déplacements. Selon l'Ivoirien Jean-Claude Brou, il faudra donc désormais payer l'équivalent de $50 américains dans les 15 pays membres de la CEDEAO. Il a par ailleurs indiqué qu'un fonds vaccin Covid sera mis en place pour financer les campagnes de vaccination dans la sous-région, sans toutefois donner de calendrier. Il devrait être alimenté par les pays membres et leurs partenaires traditionnels. L'objectif est de faire des achats de vaccins groupés, ce qui permettrait de négocier des prix compétitifs et multiplierait les chances de disponibilité des vaccins. Les premiers n'arriveront dans un pays membre de la CEDEAO que le mois prochain au plus tôt, avec seulement 100 000 doses attendues au Nigeria. Après un nouveau round de pourparlers au Maroc, des représentants parlementaires des 2 camps rivaux en Libye ont annoncé samedi l'ouverture du 26 janvier au 2 février du processus de candidature aux 7 postes dits de souveraineté du pays. Le reportage pour plus de précision.
Le but du processus actuellement en cours est de pouvoir désigner dans les plus brefs délais les titulaires des postes dits stratégiques, en tout 7, afin que le gouvernement exécutif, qui doit être élu la semaine prochaine à Genève, puisse collaborer aisément avec les nouveaux dirigeants, selon une déclaration conjointe des deux parties. Ces postes concernent les hautes instances du pays, gouverneur de la Banque centrale, procureur général, président de l'autorité de contrôle administratif, de l'instance nationale de lutte contre la corruption, de la Haute Commission électorale libyenne et de la Cour suprême. Réunis vendredi et samedi à Bouznika, dans la foulée de plusieurs rencontres organisées depuis septembre au Maroc, les participants au dialogue politique interlibyen ont décidé de former des groupes de travail réduits pour préparer le processus de candidature à ces postes clés qui ont longtemps divisé les deux pouvoirs rivaux. Une fois le processus finalisé, les candidatures seront présentées à des représentants du Parlement basés dans l'Est et du gouvernement d'union nationale, le GNA, basé à Tripoli. Le dialogue politique ainsi organisé au Maroc est destiné à contribuer qualitativement au processus de règlement du conflit en Libye, pays plongé dans le chaos depuis la chute en 2011 du régime de Mohamed Kadhafi. Deux autorités s'y disputent le pouvoir sur fond d'implications étrangères. Le gouvernement d'union nationale, le GNA, à Tripoli, reconnu par l'ONU, et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, qui cumule 36 ans à la tête du pays, a annoncé samedi à Kimbagu qu'il sera candidat à sa propre succession lors de la présidentielle du 21 mars prochain. Des précisions. Plusieurs fois sollicité pour être candidat à sa propre succession pour le compte de la présidentielle programmée pour le 21 mars prochain, le chef d'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a fini par dire le oui qui faisait languir ses partisans et sympathisants. Nous nous portons candidats à l'élection présidentielle du 21 mars. Merci de nous avoir donné l'occasion de nous prononcer définitivement sur le sujet, a-t-il déclaré devant une foule venue assister au lancement des travaux d'une route devant relier à terme le Congo et le Gabon. Ensemble, nous y participerons dans la paix pour poursuivre la marche vers le développement, a poursuivi le dirigeant congolais qui a promis que le scrutin se déroulera dans la transparence. Avant cette annonce officielle, Denis Sassou Nguesso avait été investi candidat à la présidentielle en décembre dernier par sa formation politique, le Parti congolais du travail, PCT, et 16 autres formations alliées de la majorité. Avec son approbation à remplir, des jeunes ex-combattants du Niari ayant tourné le dos à la violence et regroupés au sein d'une association dénommée Dynamique pour la paix lui ont remis symboliquement une enveloppe de 5 millions de francs CFA en guise de contribution pour sa caution à la candidature. Une caution fixée à 25 millions de francs CFA. Avec ces 5 millions d'habitants dépendants du pétrole, asphyxiés depuis 2014 par une crise économique qui l'a contraint à négocier une aide du FMI, le Fonds monétaire international, le Congo fut, entre 1979 et 1992, présidé par Denis Sassou Nguesso qui reprit les commandes en 1997 et ce, jusqu'à ce jour. Le scrutin du 21 mars pourrait bien être la continuité de sa gouvernance. Je le disais en titre, en Ouganda, les réseaux sociaux sont toujours bloqués. Plus d'une semaine après l'annonce des résultats des élections générales, les autorités menacent les internautes qui contournent ce blocage. Les autorités ougandaises avaient décidé de couper tout Internet la veille du scrutin du 14 janvier. La connexion avait finalement été rétablie partiellement lundi. WhatsApp, Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux restent en revanche inaccessibles. Malgré le blocage, de très nombreux internautes ougandais continuent de poster des publications sur Facebook et Twitter grâce à des VPN. Le ministre des Technologies de l'Information et des Communications, Peter Ogwang, s'est exprimé dans les médias locaux pour dénoncer l'usage de ces réseaux privés virtuels. Selon lui, les autorités ont les moyens de couper les sites proposant leur téléchargement et dans un deuxième temps, de bloquer la connexion des personnes qui les utilisent déjà. Sur Twitter, il a également mis en garde les Ougandais qui contournent les restrictions dans le but d'inciter la population à la violence en affirmant être lui-même en ligne afin de pouvoir les repérer. Pour l'instant, aucune date de rétablissement des réseaux sociaux n'a été annoncée. Le porte-parole du gouvernement, Ofono Opondo,
avait déclaré lundi que la remise en service partiel d'Internet serait étendue en fonction des événements lors de la phase initiale d'ouverture. Autre information au Ghana, les obsèques de l'ancien président Jerry Rawlings ont démarré. Les hommages nationaux s'étendent sur 4 jours avant son inhumation le 27 janvier prochain. Jerry Rawlings a marqué l'histoire de son pays pendant qu'il était chef d'État. D'abord prévu le 23 décembre, les obsèques ont été annulées au dernier moment puis repoussées de plus d'1 mois après des batailles entre sa famille, les chefs traditionnels et des responsables politiques. Parvenu au pouvoir en 1981 après 2 coups d'État successifs, Jerry Rawlings s'y est maintenu pendant 19 ans, dont 11 ans de dictature militaire et 2 mandats présidentiels. Il reste aujourd'hui une figure tutélaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi un symbole du panafricanisme sur le continent. À quelques jours de la cérémonie funéraire qui se tiendra à Place de l'Indépendance, symbole de la victoire sur l'Angleterre coloniale, le site et l'avenue adjacente grouillaient déjà de militaires. L'organisation des funérailles est en effet devenue un trophée politique très convoité, d'autant plus que Jerry Rawlings est mort en pleine campagne présidentielle, à quelques semaines à peine du scrutin. Son statut lui donne le droit des funérailles nationales, mais le Congrès démocratique national, l'UNDC, son parti, actuellement dans l'opposition, réclamait être associé à leur organisation. Un cadre du parti a même menacé d'aller déterrer son cadavre pour le parti qu'il a fondé puisse l'inhumer une nouvelle fois. Pourtant, dès 2009, la rupture était bel et bien consommée entre Jerry Rawlings et le NDC. Il avait même aidé Nana Akufo-Addo, l'actuel président, à remporter sa première élection en 2016 face à John Mahama, le candidat du NDC. C'est ici que se referme cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.